Bonjour et bienvenue dans la 6e édition du Tour de l'actu. Voici les titres qui ont fait l'actualité cette semaine. Les manifestations contre les violences policières continuent à travers le monde. Depuis la mort de George Floyd, de nombreuses affaires non résolues impliquant les forces de l'ordre refont surface. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Alors que les scientifiques du monde entier continuent de rechercher un vaccin, l'incertitude règne parmi les Français quant à la volonté de se faire vacciner contre le coronavirus. Nous reviendrons sur cette problématique avec notre envoyé spécial. À l'approche des vacances d'été, les professionnels du tourisme se questionnent. Entre contraintes liées à l'épidémie de Covid-19 et les moustiques de plus en plus envahissants, nos réponses sont à la fin de ce journal. Je vous le disais, avec la mort de George Floyd aux États-Unis et le retour sur le devant de la scène de l'affaire Adama Traoré, les manifestations contre les violences policières se multiplient en France et dans le monde. À Nantes, ce lundi, 4 jeunes de 17 à 19 ans ont réussi à rassembler plus de 2500 personnes pour participer à la lutte. Il n'y a pas eu de débordement. Notre correspondante Emma Fourreau s'est mêlée au cortège. Voir quelque chose d'aussi beau suite à un événement aussi moche. Franchement, je vous félicite, c'est hyper beau à voir. C'est avec ce discours qu'a commencé la manifestation contre les violences policières et le racisme ce lundi à Nantes. Lancée sur les réseaux sociaux, elle a rassemblé plus de 2500 personnes. Si les organisatrices ont été inspirées par les manifestations américaines, elles font également un parallèle avec la situation française. En fait, on était révoltés par beaucoup de choses qui se passent, notamment du coup par ce qui se passe en ce moment, qui est vraiment dans l'actualité. Et je pense qu'il y avait aussi l'indignation quelque part du fait que l'affaire de George Floyd, qui a été très médiatisée, a été médiatisée énormément en France, ce qui est très bien, mais elle a aussi invisibilisé ce qui se passe également en France en fait, parce qu'on ne se rend pas compte que les choses se passent également en France. On essaye de cacher ça, mais c'est une réalité. La manifestation est restée pacifique du début à la fin. Les marcheurs ont fait passer leurs idées au travers de pancartes et de slogans, qu'ils soient traduits de l'anglais ou inspirés par les cas français. Pendant 4 heures, tous les manifestants ont été animés par un même sentiment d'injustice. C'est important de manifester pour voir que maintenant que le débat il devient de plus en plus important et là il faut que ça change. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de violence, il y a eu énormément de morts au combat et il faut bien sûr, je sais pas comment expliquer mais c'est juste super important. Parce que forcément si on parle pas ils vont continuer, ça va pas continuer comme ça. Les organisatrices ne souhaitent pas s'arrêter à cette manifestation. Elles veulent continuer leurs actions jusqu'à ce que des mesures soient mises en place. Cette manifestation pourrait donc être la première d'une longue série, dans l'espoir que ce mouvement nantais devienne un mouvement français. Les plaintes pour violences policières ne sont pas une nouveauté. Certaines familles ont décidé de relancer des affaires similaires à celles de George Floyd et Adama Traoré. C'est le cas à Clermont-Ferrand avec les proches de Wissam El Yamni, un jeune décédé en 2012 quelques jours après avoir arrêté dans des circonstances qui restent floues. Les précisions sur place avec Célia Coulot. Wissam El Yamni, c'est ce jeune homme de 30 ans interpellé la nuit du Nouvel An 2012 et décédé quelques jours plus tard. Plus de 8 ans après, les circonstances de son arrestation restent troubles. Selon la police, le décès pourrait être en partie lié à un mélange de drogue et d'alcool, une version que réfutent les proches de la victime. Ils dénoncent, eux, des violences policières. L'un des 2 avocats de la famille a accepté de nous recevoir pour répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. Donc, que demandez-vous aujourd'hui à la justice? Ce qu'on demande surtout, c'est qu'il y ait des poursuites contre le ou les responsables. Selon vous, cette affaire comporte encore des zones d'ombre? Il y a eu surtout, au départ, un premier avis du médecin qui a réalisé l'autopsie qui tendait à penser que le transport en voiture par les policiers pouvait être la cause de la mort. Aujourd'hui, on a aussi une autre analyse qu'il faut rapprocher du décès de George Floyd, le fait qu'un des policiers ait posé son genou sur le cou pendant qu'un autre appuyait sur les côtes. C'est donc la situation actuelle avec le décès de George Floyd qui a favorisé le réexamen de cette affaire? Il y a eu un rassemblement à Clermont il y a quelques jours où on a vu que c'était aussi l'effet George Floyd qui mobilisait les gens pour se réintéresser à ce dossier. Mais quant à la famille, elle n'a jamais arrêté de se battre pour rétablir la vérité. L'arrêt de la Chambre de l'instruction sera rendu le 15 juillet.
et on espère bien qu'ils feront droit à nos demandes, mais même s'ils ne faisaient pas droit à nos demandes, les dossiers ne seraient pas terminés. Un tout autre procès s'est tenu à Clermont-Ferrand ce lundi. 150 familles étaient représentées au tribunal de grande instance dans le cadre de l'affaire du vaccin Méningitech. En 2014, le vaccin distribué par la société CSP, basée à Cournon d'Auvergne, avait été largement distribué. Mais rapidement, des familles ont constaté les effets néfastes de ce vaccin. Elles demandent aujourd'hui réparation à l'entreprise auvergnate pour avoir continué à distribuer des lots qui auraient contenu des métaux lourds néfastes pour la santé. L'issue du procès sera connue le 8 décembre prochain. Dans le même thème, la course au vaccin contre le Covid-19 continue. Le laboratoire américain Moderna semble avoir pris une longueur d'avance. Son directeur a déjà annoncé vouloir tester son vaccin expérimental en collaboration avec les instituts nationaux de santé sur 30 000 volontaires et ce dès le mois de juillet. Mais en France, l'idée de se faire vacciner reste un sujet qui divise. Lisons, les Français sont-ils prêts à tester un vaccin contre le coronavirus ? Eh bien, Tanguy, la question ne semble pas si évidente pour quelques Français. En effet, une récente étude de l'IFOP a démontré que 26% des Français ne veulent absolument pas se faire vacciner contre le coronavirus. Mais derrière ce chiffre se cachent en réalité de multiples arguments. Pour Danielle Hett, c'est avant tout son expérience personnelle qui l'a conduite à s'opposer au vaccin. J'ai un passé d'infirmière assez lointain, où les vaccins étaient assez difficiles et bon, je n'ai peut-être pas un bon souvenir. Rien n'empêche de prendre certaines précautions, entre autres des précautions d'hygiène. La vaccination est donc un choix personnel, mais il peut aussi être influencé par un contexte politique. Pour certains, la crise du Covid-19 a aussi été le moment de remettre en question les bienfaits des vaccins. À l'heure actuelle, on parle de la chloroquine, mais des articles scientifiques, on en a tout le temps qui sortent sur des sujets divers et variés. Et en fait, on voit tout le temps, un jour, on vous dit que quelque chose est bien, puis un an après, on vous dit que finalement, c'est pas bien. Comme quoi, en fait, la science, elle n'est pas forcément certaine, c'est quelque chose qui est très incertain et qui évolue sans cesse. Un débat qui ne doit pas avoir lieu aussitôt, selon le docteur Mourad Cheli. Si un vaccin et si la vaccination est décidée, ça doit être décidé pour tout le monde, de manière à ce que ce soit efficace. Sinon, on prend le risque de faire les choses à moitié et que ça marche moins bien. Peut-être que l'épidémie va s'éteindre avant l'arrivée du vaccin. On le souhaite d'ailleurs, hein, mais bon, seul l'avenir nous le dira. N'en déplaise aux anti-vaccins, 15 laboratoires à travers le monde tentent actuellement de trouver le remède miracle à la crise du Covid-19. Après plusieurs mois de confinement puis le déconfinement, les Français ont eu tendance à oublier leurs bonnes habitudes en matière de tri des déchets. Le taux de refus, c'est-à-dire l'ensemble des déchets ne pouvant pas être recyclés, a grimpé en flèche. Le Sictom Sudali a donc multiplié ses campagnes de communication afin de rappeler aux Bourbonnais les consignes de recyclage en mettant l'accent sur les déchets potentiellement porteurs du coronavirus. Nos équipes se sont rendues sur place. Le Sictom Sudalier collecte chaque jour plusieurs tonnes de déchets dans 149 communes et auprès d'environ 100 000 habitants. Mais au lendemain du déconfinement, les Bourbonnais semblent avoir perdu leurs bonnes habitudes de tri. Alors ici, nous sommes en quai de transfert. C'est là où tout se passe. Donc on dépose tous nos déchets qu'on a collectés durant la journée. Le constat est sans appel, les déchets s'accumulent et deviennent de plus en plus difficiles à trier. Depuis donc, le changement des consignes de tri depuis le 1er mai 2019, on avait eu une baisse du refus de tri qui était passé à 9%. Et depuis avril, on est maintenant à 18%. Donc on a doublé notre taux de refus. Il faut savoir que s'il y a un refus de tri, ces déchets sont retournés à l'incinérateur à Bailly. Donc ça double le coût de traitement. Le Sictom appelle les Bourbonnais à reprendre leurs bonnes habitudes de tri. Afin de préserver la santé de ses employés, l'entreprise demande une vigilance particulière lorsqu'il s'agit de jeter les masques élégants. Alors nous retrouvons comme un masque usagé, donc qui n'a rien à faire à la collecte sélective. Mais il n'y a évidemment pas que des mauvais élèves. Les masques, comment on fait? Comment est-ce qu'on les jette? Est-ce que vous savez comment on les jette? Ah ben moi je le plie, je le mets dans un petit sac et dans ma poubelle. Avec la réouverture des déchetteries, le Sictom espère pouvoir réduire la montagne de déchets accumulés et retrouver un taux de refus avoisinant les 9%. Prévu le 28 juin, le second tour des municipales va être déterminant pour près de 5000 communes en France.
Parmi elles, Montluçon dans l'Allier qui ne compte pas moins de 4 candidats pour le second tour. Un record historique entaché par la difficulté de faire campagne à cause de la crise du Covid-19. Notre correspondante Léa Gaillardeau s'est rendue sur place. À Montluçon, l'enjeu du deuxième tour des municipales est altéré par des querelles politiques concernant la gestion de la crise du Covid par le maire. En effet, l'opposition regrette de ne pas avoir été associée aux décisions. Pendant 4 à 5 semaines, nous avons attendu qu'il fasse signe, qu'il essaye de fédérer les énergies montluçonnaises, qu'il s'adresse à l'ensemble des élus. Il a choisi de mener une gestion solitaire, parfois autoritaire. Pour Sylvie Sartirano, autre opposante au second tour, le constat est le même. Tous les élus, quel que soit le bord, quelles que soient les tendances politiques, auraient dû être sur le pont et en première ligne. Moi, j'ai proposé dès le 18 mars mes services auprès de l'administration. Je n'ai jamais été convoquée. Il y a eu, en même temps que le confinement, un confinement démocratique. Face à ces critiques concernant sa gestion dite solitaire de la crise, le maire sortant, Frédéric Laporte, tient à se défendre. J'étais loin d'être autocratique, vraiment. Tous les matins, j'avais une réunion de crise dans laquelle il y avait des élus concernés. Autre élément mis en cause, ce bulletin municipal qui, pour certains, est vu comme un moyen de campagne. Non, à aucun moment, ça peut servir de propagande. Comment on communique à la population en période de pandémie ? On prétend que le MNV, c'est de la propagande. Si on n'a plus le droit de communiquer parce que soi-disant on se met en valeur, je ne comprends pas quel est le rôle de l'élu. Critiques et coups de communication, tous les coups sont permis dans ces municipales, du moins jusqu'au 28 juin, date à laquelle les électeurs siffleront la fin du match. Ils sont un peu plus de 8000 en France. Depuis le 2 juin, les campings sont autorisés à rouvrir leurs portes aux vacanciers. Mais les contraintes sont nombreuses et les propriétaires de campings s'attendent à une saison compliquée. Un reportage signé Emma Fourreau et Léa Gaillardeau. Début juin, les campings ont rouvert. Mais cette ouverture tardive ne suffit pas à compenser les pertes subies du début de saison. Au camping de l'étang de Sceaux, après Milla, site écologique et familial, les vacanciers n'ont toujours pas planté leur tente. La saison elle n'a pas commencé, mais on a déjà, depuis le début de l'année, on a 100% de pertes, parce qu'on a fermé. On a été obligé de fermer, donc on a tout perdu. La saison 2020, si j'arrive à couvrir mes frais, je serai très contente. C'est tout ce que je souhaite. Pour limiter les pertes financières, la gérante compte sur l'ouverture des frontières. Nous, l'ouverture des frontières, c'est très important, puisque 50% de notre clientèle estivale, ce sont des étrangers. Donc, c'est très très important que les frontières soient ouvertes en ce qui nous concerne. Mais comme les frontières ne sont pas encore ouvertes, Marinette a déjà perdu un trimestre de chiffre d'affaires. Pour relancer son activité, elle peut compter sur la fidélité de ses habitués, comme Laurence, qui vient depuis plus d'1 an et demi. On a découvert ce beau camping avec des gens super sympathiques. Alors, on revient. Voilà, on se sent bien. Regardez, les emplacements sont bien séparés. On a un bon morceau de terrain. On peut mettre un auvent, on peut mettre les chaises longues. Marinette ne perd pas espoir pour cet été, car elle a déjà de nombreuses réservations. Les campings de mer comme de terre sont impactés. Au camping insolite Le Haut Village, Guillaume Staub, le propriétaire, ne pourra pas compter que sur les logements atypiques pour assurer son chiffre d'affaires. Alors, point de vue remplissage, on pense faire moins 50. Donc 50% en moins. Notre point fort, c'était l'animation. Donc forcément, cet été, l'animation, on ne peut pas faire comme d'habitude. Donc il y en a certains clients qui venaient que pour la fête. C'est pareil, là, du coup, ils ne viennent pas parce qu'on ne pourra pas faire des grosses soirées disco. Pour accueillir les touristes, plusieurs moyens extraordinaires sont utilisés. Sanitaires communs privatisés, logements mis en quarantaine, utilisation de fumigènes et de virucides. Autant d'aménagements qui rassurent les vacanciers comme Jean-Claude. Non, j'ai pas peur dans la mesure où les gens seront sérieux. Par contre, il faut rester vigilant. Encore un bon moment, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, il y aura des risques. Voilà. Non, mais j'appréhende pas du tout l'avenue des gens. Au contraire, il faut que les gens sortent, il faut que les gens vivent. Non, je suis assez optimiste, de nature déjà. Ce camping au logement atypique peut donc espérer attirer assez de vacanciers cet été pour pouvoir continuer son activité et financer de nouvelles habitations.
Même si quelques touristes sont venus dès le mois de juin, ce sont surtout ceux de juillet et août qui vont permettre aux 2 campings de garder la tête hors de l'eau. Eux aussi veulent attirer un maximum de touristes cet été. Les maires du sud de la France doivent faire avec une contrainte supplémentaire, les moustiques. Des machines émettant du CO2 sont alors installées pour les attirer et les éliminer. Notre journaliste Lison Bourgeois s'est rendue à Hyères, dans le Var. Ce ne sont pas des poubelles comme l'ont cru certains habitants, mais bien des aspirateurs à moustiques. 55 nouvelles bornes anti-moustiques ont été installées par la mairie de Hyères, de quoi protéger les habitants des moustiques, mais aussi des éventuelles infections que les insectes peuvent transporter. On doit avoir une dizaine de variétés de moustiques, ici comme ailleurs, je veux dire. Mais le moustique qui fait peur au point de vue santé, c'est le moustique tigre. Et c'est vrai que ça rassure les gens de savoir que la mairie mène une politique importante avec ses capturateurs, avec le service des moustications. Aujourd'hui, 8 salariés à temps plein à l'année, plus 2 saisonniers. Donc le maximum est fait quand même pour rassurer les gens sur l'aspect sanitaire. Voilà. La presqu'île de Gien est un territoire propice au développement des moustiques. Les marais et autres points d'eau sont des lieux attractifs pour les insectes. Cependant, la Ligue pour la protection des oiseaux rappelle que l'extermination totale des moustiques n'est pas souhaitable. Pour Patrick Genin, les moustiques font aussi partie du paysage de la presqu'île. Le moustique fait partie de notre manière de vivre ailleurs. On a de la verdure partout, on veut garder ce côté sauvage, donc le moustique fait partie de la vie de tous les jours. Le combattre à zéro, ça sera impossible, et il y a besoin peut-être pour la nature de moustiques également. Rassembler nature et tourisme, cela semble être le défi de la commune de Hyères qui a investi déjà 1 million d'euros dans ses méthodes de démoustification. Les touristes sont donc attendus presque aussi impatiemment que le retour du beau temps. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une dernière édition du Tour de l'actu. En attendant, restez prudents et prenez bien soin de vous.